Imaginez un matin où le soleil se lève lentement sur des étendues infinies de plaines et de collines rouges, baignées dans une lumière dorée et douce. Le vent souffle à travers l'herbe sèche, créant un murmure continu, presque hypnotique, qui accompagne chacun de vos pas. Vous êtes au cœur du Far West, un monde de légendes, de dangers et d'aventures, mais aussi de réalités souvent oubliées par les récits romancés. La frontière américaine du 19e siècle n'était pas seulement un lieu de cow-boys et de saloons. C'était un territoire vivant, vaste et impitoyable, où chaque jour apportait son lot de défis. Les pistes poussiéreuses pouvaient disparaître sous une crue soudaine. La chaleur étouffante des déserts menaçait de vous assécher jusqu'à la fatigue, et les tempêtes de neige hivernale pouvaient transformer un voyage ordinaire en lutte pour la survie. Les histoires des voyageurs disparus, parfois engloutis par les éléments ou confrontés à des choix désespérés, peuplaient l'imaginaire collectif, mais la vérité était encore plus brute, plus exigeante, et souvent plus solitaire. Vous vous aventurez ici sans carte détaillée, vous fiant aux repères naturels et aux conseils parfois peu fiables de guides. Chaque erreur de jugement peut se payer cher, et chaque décision devient cruciale. Les provisions sont limitées, l'eau rare, et les nuits dangereuses. Mais au-delà des périls, le Far West vous révèle quelque chose d'étonnant, une richesse de vie, de culture et d'expérience qui dépasse de loin les images simplifiées que vous avez pu voir au cinéma ou lire dans les romans. Vous découvrirez que les cow-boys n'étaient pas tous blancs. Que des familles mexicaines vivaient déjà depuis longtemps dans le sud-ouest. Que les immigrants chinois construisaient les chemins de fer et travaillaient dans les mines, souvent sous des conditions épouvantables et pour des salaires dérisoires. Que les Amérindiens, dépossédés de leurs terres et traqués par la colonisation, continuaient à résister, à préserver leur culture et à survivre malgré des décennies de violence, de maladies et de déplacements forcés. Et puis, il y a les femmes, dont la vie quotidienne était un défi permanent. Elles ne se limitaient pas à tenir une maison, elles labouraient les champs, élevaient le bétail, accouchaient leurs voisines, défendaient leur foyer, et accomplissaient tout cela sous le regard d'une société qui ne leur offrait ni droit ni reconnaissance. Leur courage et leur endurance étaient souvent invisibles dans les récits populaires, mais essentiels à la survie des colonies. La loi, ou son absence, composait un autre élément clé de cette frontière sauvage. Les shérifs et marshals étaient rares et souvent dépassés par l'immensité des territoires à surveiller. La justice n'était pas toujours impartiale et reposait souvent sur l'auto-organisation des communautés ou sur des moyens violents et improvisés. Les duels de pistolets s'y romançaient ? Rarement. La plupart des morts sur la frontière venaient de bagarres, de disputes foncières ou de malchances tragiques. À chaque pas, vous êtes confronté à la nécessité d'observer, d'apprendre et de vous adapter. La frontière américaine était un espace où la nature imposait sa loi avant tout, des rivières imprévisibles, des prédateurs silencieux, des tempêtes soudaines, et des nuits d'une obscurité totale. Vous apprenez à dormir avec un œil ouvert, à écouter le vent et à sentir la présence des autres êtres vivants autour de vous. Même le silence devient un compagnon, profond et chargé de vigilance. Alors que vous avancez, vous sentez que survivre ici n'est pas seulement une question de force ou de courage. C'est une leçon de patience, de résilience et de respect pour un monde à la fois magnifique et cruel. Chaque jour est un défi, et chaque nuit un test. Mais c'est également un endroit où l'on peut observer la beauté pure, le ciel nocturne, d'une noirceur que nos villes modernes ne connaissent plus, parsemées d'étoiles comme jamais vous ne les avez vues. Vous êtes désormais prêt à entrer dans cette aventure. Vous allez découvrir les récits des hommes et des femmes qui ont vécu ici, les dangers qui les attendaient, et la façon dont ils ont survécu, parfois miraculeusement, parfois tragiquement. Chaque chapitre de ce voyage révélera un aspect de la frontière que peu de gens connaissent, l'âpreté de la vie, la richesse des cultures et la force tranquille des pionniers. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément, laissez vos pensées glisser, et préparez-vous à explorer le Far West, un monde de poussière, de soleil, de neige, de vent, et de vies extraordinaires.
Alors que vous avancez sur les pistes poussiéreuses du Far West, vous comprenez rapidement que la nature elle-même est votre premier adversaire. Ici, le temps n'est pas simplement un élément météo passager, il dicte la survie ou la mort. Des crues soudaines peuvent emporter des chemins entiers, transformant une piste familière en gouffre impraticable en quelques minutes. Le grondement de l'eau, le bois et la terre emportés par le courant, et ce silence qui suit, lourd et inquiétant, laisse une empreinte indélébile dans l'esprit des voyageurs. L'été, dans les déserts arides, la chaleur est une force implacable. Le soleil tape avec une intensité que vos souvenirs de ville ne peuvent imaginer. Chaque pas dans le sable brûlant ou sur les roches chauffées par des heures de rayonnement solaire est une épreuve. Le corps se déshydrate plus vite que l'on ne peut le compenser. La bouche se dessèche, les lèvres se fissurent, et la sueur devient votre unique allié et, parfois, votre pire ennemi. L'insolation guette, silencieuse mais redoutable, transformant les voyageurs imprudents en victimes de leur propre méconnaissance. Puis viennent les hivers. Dans les montagnes ou sur les plaines, le froid mord avec une vigueur qui surprend ceux qui n'y sont pas habitués. Les blizzards surgissent sans avertissement, ensevelissant pistes, campements et chevaux sous des montagnes de neige. L'air devient si dense que respirer est un effort, et chaque mouvement demande une énergie considérable. Certains voyageurs ne survivent pas à ces tempêtes, figés dans des paysages immaculés mais mortels. Le récit du tristement célèbre groupe donné illustre l'extrême brutalité de ces conditions. Piégés par la neige, ils ont été forcés à des choix inimaginables pour survivre, jusqu'au recours au cannibalisme. Ce n'était pas un mythe dramatique pour la postérité, c'était la dure réalité de la frontière. Mais la météo n'est pas le seul danger. La géographie et la végétation posent également des défis. Les rivières peuvent être traîtresses, avec des courants cachés ou des fonds instables. Les canyons et les montagnes exigent force et agilité, et un mauvais pas peut être fatal. S'orienter est une compétence essentielle, mais souvent incertaine. Les cartes détaillées sont rares, et les voyageurs doivent se fier à des descriptions vagues, à des points de repère qui changent avec le temps, et à l'expérience parfois faillible de leur guide. Se perdre dans la nature signifie souvent affronter une faim sourde et des nuits glaciales, avec pour seule compagnie le silence ou les cris lointains d'animaux sauvages. Vous découvrez également que la faune locale n'est pas simplement un spectacle pittoresque, elle est souvent dangereuse. Les coyotes hurlent à la nuit tombée, tandis que les loups et les pumas rôdent, silencieux et calculateurs, à la recherche de proies. Les serpents venimeux se cachent sous les rochers et dans les herbes, prêts à réagir à la moindre intrusion. Même des animaux plus grands, comme les bisons ou les chevaux effrayés, peuvent provoquer des accidents tragiques si l'on ne connaît pas leur comportement. La frontière exige une vigilance constante, chaque bruit, chaque mouvement est un signal auquel il faut prêter attention. L'eau potable, élément essentiel, est une ressource rare et précieuse. Les voyageurs doivent identifier les ruisseaux et les sources sûres, filtrer et faire bouillir l'eau si possible. Une erreur, et une maladie peut s'installer rapidement, affaiblissant le corps déjà mis à l'épreuve par le climat et le travail physique intense. Les conditions d'hygiène sont rudimentaires, l'absence de sanitaire et de système de traitement de l'eau transforme chaque campement en un équilibre fragile entre survie et maladie. Les nuits sont peut-être encore plus exigeantes que les journées. L'obscurité totale est un défi pour les yeux habitués aux lumières modernes.
Les sons de la nature, que l'on pourrait trouver apaisants aujourd'hui, sont interprétés comme des menaces potentielles, le froissement d'une branche, le craquement d'un arbre, le hurlement lointain d'un prédateur. Dormir est un art, un équilibre entre repos et vigilance, entre confiance et prudence. Les pionniers savaient que chaque nuit pouvait être leur dernière si la moindre erreur était commise. Et pourtant, malgré ces dangers, la frontière révèle également sa beauté. Les levers et couchers de soleil sont des spectacles d'une intensité rare, chaque nuance de rouge, d'orange et de violet révélant la profondeur et la vastité du paysage. Les nuits, par temps clair, offrent un ciel constellé d'étoiles que nos villes modernes ne peuvent plus offrir. Cette beauté, aussi pure que dangereuse, rappelle aux voyageurs pourquoi ils persévèrent. La nature est impitoyable, mais elle est aussi majestueuse, et chaque journée de survie devient une victoire contre l'adversité. En vous reposant pour la première nuit sous ce ciel étoilé, vous commencez à comprendre la véritable échelle des défis qui vous attendent. Survivre dans le Far West n'est pas seulement une question de courage, c'est un apprentissage constant, une attention aux détails, et une capacité à respecter et comprendre un monde qui ne vous pardonne pas. Les hommes et les femmes qui ont foulé ces terres avant vous ont dû maîtriser ces dangers, et beaucoup n'ont pas survécu. Ceux qui y ont réussi étaient équipés de patience, de connaissances et d'une endurance physique et mentale hors du commun. Chaque son, chaque souffle de vent, chaque odeur de la terre et du feu devient un signal, une leçon, un guide pour la nuit et le lendemain. C'est ainsi que commence le voyage à travers le Far West, avec la reconnaissance que le plus grand défi est la nature elle-même, et que survivre demande plus qu'une arme ou une force physique, il faut une présence attentive, une vigilance permanente, et une capacité à apprendre de chaque erreur. Lorsque l'on évoque le Far West, les images qui viennent à l'esprit sont souvent celles d'hommes blancs à cheval, traversant des plaines désertiques ou des villes poussiéreuses. Mais la réalité de la frontière était infiniment plus complexe, plus riche et plus humaine. Le Far West n'était pas un monde monochrome. C'était un carrefour. Un lieu où se croisaient des destins venus de tous les horizons. Des colons européens, bien sûr venus d'Irlande, d'Allemagne, de Suède, d'Italie, cherchant à reconstruire leur vie après des années de pauvreté ou de guerre. Des Afro-Américains, anciens esclaves ou descendants d'esclaves, fuyant les discriminations du Sud pour tenter leur chance ailleurs, dans les grandes plaines ou sur les routes des cow-boys. Des Mexicains, déjà présents bien avant la conquête américaine, gardant leurs terres, leurs coutumes et leurs langues, malgré les annexions successives. Des Chinois, venus par milliers, construisant les chemins de fer, exploitant les mines et servant dans les hôtels, les blanchisseries, les cuisines. Et surtout, les peuples autochtones, les nations amérindiennes, qui voyaient leurs territoires ancestraux grignotés année après année par les colons, les trappeurs, les soldats. Le Far West, avant tout, était un monde de rencontres forcées, où la cohabitation se faisait souvent sous tension.
Pour beaucoup, la frontière représentait un espoir, celui d'une seconde chance, d'une terre à soi, d'un avenir meilleur. Mais la promesse se heurtait vite à la réalité. Les conditions de vie étaient rudes, les terres difficiles à cultiver, les récoltes incertaines. Les plus pauvres étaient les plus exposés, migrants sans ressources, journaliers, mineurs, ouvriers du rail. Les femmes et les enfants participaient aux travaux les plus pénibles, tandis que les salaires étaient dérisoires. Les tensions sociales étaient inévitables. Dans les villes minières, où des centaines d'hommes venus du monde entier vivaient entassés dans des cabanes de fortune, les différences de langue, de culture et de religion provoquaient querelles, jalousie, et parfois des explosions de violence. Les lois locales ne protégeaient guère les minorités. Dans certaines régions, les Chinois ne pouvaient ni posséder de terre ni témoigner devant un tribunal. Les Amérindiens étaient relégués dans des réserves, souvent stériles et éloignés de leur territoire de chasse. Pourtant, dans cette dureté, des formes de solidarité naissaient. Des travailleurs de différentes origines partageaient le pain, les abris, les récits. Les femmes organisaient des communautés, fondaient des écoles, et parfois, des journaux locaux. Les prêtres, les instituteurs et les médecins ambulants tentaient d'apporter un semblant de stabilité dans ce chaos naissant. Les peuples autochtones du Grand Ouest vivaient depuis des siècles sur ces terres. Les Sioux, les Cheyennes, les Comanches, les Apaches, les Navajos, et tant d'autres, chacun avait ses traditions, ses croyances, ses territoires, ses modes de vie. La nature était leur allié, non un ennemi à conquérir. Mais avec la progression des colons, l'équilibre ancestral fut brisé. Les bisons, essentiels à la subsistance des tribus des plaines, furent presque exterminés. Les terres furent découpées, vendues, colonisées. Les traités de paix signés avec le gouvernement américain étaient souvent bafoués ou réinterprétés. Les guerres indiennes, comme celle de Little Bighorn ou de Wounded Knee, marquèrent durablement la mémoire collective, symbole d'un monde qui s'effondrait sous le poids de l'expansion. Pourtant, malgré ces violences, les cultures amérindiennes survécurent. Leur art, leur langue, leurs chants et leur sagesse traversèrent le temps. Beaucoup de pionniers finirent par apprendre d'eux, comment lire le ciel, reconnaître les plantes, anticiper la météo, ou simplement vivre en harmonie avec la nature. Dans les récits les plus anciens, certains voyageurs racontent avoir été sauvés de la famine par des tribus qui leur offrirent abri et nourriture. Dans ces moments rares mais sincères, la frontière cessait d'être une ligne de séparation pour redevenir un lieu de partage. Peu de gens le savent, mais près d'un quart des cow-boys étaient noirs. Après la guerre de sécession, beaucoup d'anciens esclaves choisirent de partir vers l'ouest, espérant échapper aux lois ségrégationnistes du Sud. Ils devinrent éleveurs, conducteurs de troupeaux, soldats dans les régiments appelés Buffalo Soldiers, bâtisseurs et fermiers. Leur contribution fut essentielle à la construction des villes et des routes. Mais la discrimination les suivait, parfois même au-delà du Mississippi. Les auberges refusaient souvent de les loger, et les saloons leur fermaient la porte. Pourtant, dans les camps de cow-boys, sur les pistes ou dans les ranchs, les frontières sociales s'effaçaient parfois. Sous la pluie, la chaleur et la poussière, la compétence comptait davantage que la couleur de la peau. Les travailleurs chinois, venus par dizaines de milliers dans les années 1860, jouèrent un rôle central dans la construction du chemin de fer transcontinental. Leur discipline et leur endurance étaient légendaires. Ils travaillaient souvent dans des conditions extrêmes, suspendus à des falaises, exposés aux explosions, à la neige, au froid. Beaucoup y laissèrent leur vie. Et pourtant, une fois les rails posés, la société américaine leur tourna le dos.
Des lois comme le Chinese Exclusion Act de 1882 limitèrent leur présence et leur droit d'installation. Les Mexicains, eux, étaient les héritiers d'un territoire ancien, le Nouveau-Mexique, la Californie, le Texas. Ils furent parfois dépossédés de leurs terres par de nouveaux colons américains, mais restèrent profondément enracinés dans la culture du Sud-Ouest. Leurs coutumes, leur architecture, leur gastronomie et leur langue influencèrent durablement la vie de la frontière. Dans cette mosaïque de peuples, de souffrance et d'espoir, une chose demeurait constante, la résilience. Chaque communauté, malgré les injustices et la dureté de la vie, trouvait des moyens de résister. Des mariages mixtes se formaient, des échanges culturels naissaient, des amitiés improbables se tissaient. Sur cette terre rude, la survie exigeait la coopération plus que le conflit. Les pionniers la prirent à leurs dépens. La frontière ne faisait pas de distinction entre les origines. La tempête, la faim et la solitude frappaient tout le monde sans exception. Et lorsque la nuit tombait sur ces vastes plaines, lorsque le feu de camp projetait des ombres dansantes sur la terre rouge, tous partageaient le même besoin fondamental: manger, se réchauffer, et espérer que demain, le vent serait plus clément. Le vent du soir balait la poussière sur les plaines. Le soleil disparaît lentement derrière les collines, laissant place à un ciel mauve où se mêlent les derniers reflets du jour. Dans une cabane de bois, une femme allume une lampe à pétrole. C'est le seul point de lumière à des kilomètres à la ronde. Le Far West, souvent raconté comme un monde d'hommes, ne pouvait pourtant pas exister sans elles. Elles étaient l'épine dorsale invisible de cette société naissante, la force silencieuse qui maintenait la vie, malgré la dureté, malgré la solitude, malgré tout. Les femmes de la frontière étaient des pionnières. Certaines avaient quitté l'Est avec leurs maris, entassés dans des chariots grinçants, les mains serrées autour de leurs enfants, espérant trouver un foyer quelque part à l'ouest du Mississippi. D'autres voyageaient seules, veuves, aventurières, institutrices, cuisinières, ou simples rêveuses cherchant une liberté impossible ailleurs. Leur quotidien commençait avant l'aube. Tirer de l'eau du puits, allumer le feu, préparer le pain, nourrir les bêtes, laver, réparer, coudre, s'occuper des enfants, et recommencer le lendemain. Elles travaillaient autant, sinon plus, que les hommes, mais souvent sans reconnaissance. Et pourtant, dans ce labeur incessant, elles étaient les gardiennes de la civilisation. Là où elles s'installaient, les villages devenaient plus stables, les écoles voyaient le jour, les jardins poussaient, et la vie reprenait une forme d'ordre. Sans elles, la frontière serait restée un monde de poussière et de désordre. Ce qui frappait le plus, dans les récits de ces femmes, c'était la solitude. L'Ouest, c'était un océan de silence. Des plaines sans fin, des montagnes à perte de vue, et des hivers interminables. Beaucoup vivaient isolés à des kilomètres de la première voisine. Le courrier n'arrivait que quelques fois par mois, parfois moins. Un hiver complet pouvait passer sans qu'elles ne croisent d'autres visages que ceux de leur famille. Certaines sombrèrent dans la mélancolie, d'autres dans la folie. Les journaux intimes de l'époque témoignent de ce vide immense, de cette angoisse sourde qui rongeait lentement le cœur. On y lit des phrases simples, poignantes.
Le vent n'a pas cessé depuis 3 jours. J'ai peur que la maison s'envole. Les enfants toussent. La farine est presque finie. Je n'ai parlé à personne depuis Noël. Et pourtant, dans cette solitude, elles tenaient bon. Elles écrivaient, chantaient, priaient, dessinaient, tout ce qui pouvait leur rappeler qu'elles existaient encore. Toutes ne portaient pas de robe à fleurs ni de chapeau à ruban. Certaines portaient des pantalons et travaillaient la terre. D'autres maniaient les armes pour défendre leur maison. Beaucoup étaient issus de minorités, et leurs noms ont disparu des livres d'histoire. Il y avait les femmes amérindiennes, qui tentaient de protéger leurs enfants des déplacements forcés. Les femmes afro-américaines, comme Mary Fields surnommée Stagecoach Mary, une ancienne esclave devenue livreuse de courrier dans le Montana, célèbre pour sa détermination et son franc-parler. Ou encore les femmes chinoises, souvent réduites à la servitude ou au travail dans des conditions inhumaines, mais dont certaines parvinrent à ouvrir des commerces, à bâtir des vies nouvelles. Et puis, il y avait celles qui vivaient en marge, les danseuses, les serveuses, les femmes des saloons. Elles incarnaient une forme de survie différente, dans un monde qui ne leur laissait presque aucune place. Elles devaient composer avec la violence, l'exploitation, les regards lourds et les humiliations, tout en essayant, quelque part, de garder leur dignité. Mais toutes, qu'elles aient été mères, travailleuses, aventurières ou veuves, partageaient la même qualité, la résilience. Elles apprenaient à tout faire, accoucher sans sage-femme, construire un toit, soigner les blessures, chasser, enseigner, prêcher parfois. Certaines sont devenues des légendes. Annie Oakley, par exemple, tireuse d'élite, qui voyageait à travers le monde pour démontrer que le courage et la précision n'étaient pas réservés aux hommes. Calamity Jane, mi-mythique, mi-réelle, connue autant pour sa bravoure que pour ses excès, symbole d'une féminité indomptable dans un monde hostile. Mais pour une Annie Oakley ou une Calamity Jane, il y avait des milliers d'autres femmes, anonymes, dont les noms se sont perdus avec le vent. Parmi les rôles les plus importants qu'elles ont assumés, celui d'enseignante occupe une place particulière. Les premières écoles de l'Ouest étaient souvent de simples cabanes en bois, avec un tableau noir et quelques livres usés. Les institutrices voyageaient seules, parfois à cheval, pour rejoindre des villages isolés. Elles apportaient avec elles quelque chose de précieux, le savoir, la lecture, la possibilité d'un avenir différent. Ces femmes incarnaient la patience et la foi dans un futur meilleur. Elles enseignaient à lire à des enfants qui rentraient ensuite aider leurs parents au champ ou dans les mines. Elles rappelaient, à leur manière, que la frontière n'était pas seulement un lieu de lutte pour la survie, mais aussi un espace de rêve et de progrès. Dans le Far West, l'amour était souvent une affaire de survie. Les mariages se faisaient jeunes, parfois par nécessité, parfois par espoir d'une stabilité dans un monde instable. Mais la mort était omniprésente. Les maladies, les accidents, les guerres, les famines emportaient mari et enfants sans prévenir. Beaucoup de femmes se retrouvaient veuves à 30 ans, avec plusieurs enfants à charge. Et pourtant, elles continuaient. Elles reprenaient la ferme, géraient les comptes, négociaient avec les marchands, affrontaient les saisons. Leur courage ne faisait pas de bruit, mais sans elles, le Far West se serait éteint avant même de naître. Aujourd'hui, il reste peu de traces tangibles de leur passage, quelques lettres, quelques portraits fanés, des tombes oubliées au bord des routes. Mais leur héritage se trouve ailleurs. Dans la façon dont les communautés de l'Ouest ont appris à s'entraider. Dans la place qu'elles ont ouverte, peu à peu, pour les femmes qui viendraient après elles. Dans la certitude que même dans les conditions les plus hostiles, la tendresse,
la patience et la force peuvent coexister. Le vent souffle encore sur les plaines. Et si l'on ferme les yeux, on peut presque entendre le craquement d'un vieux plancher, le cliquetis d'une louche, le rire d'un enfant quelque part dans la poussière. Ces femmes n'ont pas cherché la gloire. Elles ont simplement survécu et, ce faisant, elles ont bâti le Far West. Le Far West. On imagine le vent chaud qui soulève la poussière, les bottes qui crient sur le sol, le grincement d'une enseigne en bois au-dessus d'une rue déserte. Mais derrière ces images de western, se cache une autre réalité, plus simple, plus terre à terre, la vie ordinaire. Une vie faite de gestes répétés, de sueur, de fatigue, et parfois, d'un peu de musique au coin du feu. Car, avant d'être un mythe, le Far West était avant tout un lieu de travail, un immense chantier à ciel ouvert où chaque homme, chaque femme, chaque enfant devait trouver un rôle pour survivre. Le matin, dans les plaines, le jour commençait souvent avant l'aube. Les familles pionnières vivaient dans de petites cabanes, parfois creusées à même la terre, appelées soddies, construites avec des mottes d'herbes séchées et de boue. Le vent s'y engouffrait sans peine, la pluie s'invitait par les interstices, mais c'était un abri. Chaque journée était une bataille silencieuse. Il fallait nourrir les bêtes, réparer la clôture, labourer, semer, chasser, ou simplement empêcher le toit de s'effondrer. Les pionniers n'avaient pas de confort, mais ils avaient quelque chose de plus fort. La conviction d'être les premiers, les défricheurs d'un monde nouveau. Les saisons rythmaient la vie, la moisson, la tonte, la chasse, la neige. Chaque geste comptait, car la moindre erreur pouvait coûter la récolte ou la vie. Le mot « cow-boy » évoque l'aventure, la liberté, le grand air. Mais dans la réalité, c'était un métier harassant. Les cow-boys passaient des semaines, parfois des mois, à conduire des troupeaux de milliers de bêtes sur des centaines de kilomètres. Le jour, ils affrontaient la chaleur écrasante. La nuit, ils dormaient à la belle étoile, surveillant les bisons, les coyotes et les voleurs. Leur vie était rythmée par les cris du bétail, les ordres du contremaître, et le claquement régulier du lasso contre la selle. Peu d'entre eux portaient des revolvers rutilants ou des chapeaux impeccables. Leurs vêtements étaient usés, leurs bottes pleines de poussière, leurs visages marqués par le soleil. Pourtant, ils formaient une fraternité unique. Autour du feu, le soir, ils chantaient, racontaient des histoires, ou se taquinaient doucement. Dans ces moments suspendus, le Far West cessait d'être un enfer pour devenir un foyer éphémère. Plus au nord et à l'ouest, dans les montagnes du Nevada, de la Californie ou du Colorado, d'autres hommes vivaient une autre aventure, la ruée vers l'or. Ils étaient des milliers, venus de partout, américains, chinois, irlandais, français, mexicains, tous persuadés qu'un coup de pioche suffirait à changer leur destin. Les camps miniers étaient des lieux bruyants et dangereux. La poussière,
La boue, le bruit du métal contre la pierre, les coups de fusil parfois, faisaient partie du quotidien. La plupart n'y trouvaient pas la richesse, mais l'épuisement. Certains découvraient une pépite, un filon, et devenaient riches du jour au lendemain. Mais le plus souvent, la chance se montrait cruelle, la fortune passait à côté, ou disparaissait aussi vite qu'elle était venue. Et derrière chaque mine d'or, il restait des vallées dévastées, des forêts rasées, des rivières empoisonnées au mercure. L'or du Far West brillait fort, mais il coûtait cher. Dans les villes naissantes, les métiers se multipliaient. Le forgeron, avec son marteau et son feu, était souvent le cœur du village. Il réparait les roues, les armes, les outils. Le menuisier fabriquait les cercueils, mais aussi les bancs, les tables, les portes. L'aubergiste tenait le seul lieu où l'on pouvait trouver un repas chaud, un verre de whisky, ou une conversation. Puis venaient les coiffeurs, les couturières, les blanchisseuses, les épiciers, les médecins itinérants. Chacun avait sa place, même minuscule, dans cet écosystème fragile. La monnaie circulait peu. On payait souvent en échange de biens, de services, ou même de promesses écrites à la hâte. L'économie du Far West tenait plus de la débrouille que du commerce moderne. Mais c'est ainsi que se formaient les premières communautés, tissées de dépendance mutuelle et de respect tacite. Dans un monde aussi instable, la loi avait parfois du mal à suivre. Les shérifs étaient peu nombreux, souvent seuls dans des territoires immenses. Certains étaient intègres et courageux, d'autres corrompus ou dépassés. Ils portaient une étoile de métal, mais leur autorité reposait surtout sur leur réputation et leur sang-froid. Face à eux, il y avait les hors-la-loi. Des bandits, des déserteurs, des desperados, mais aussi parfois, des hommes poussés au crime par la faim ou la malchance. Les braquages de diligence, les vols de bétail, les règlements de compte dans les saloons faisaient partie du folklore, mais pour ceux qui les vivaient, c'était une question de survie. Entre l'ordre et le chaos, le Far West oscillait sans cesse. Et souvent, c'était la communauté elle-même qui rendait la justice, à sa manière sommaire, mais efficace. Même dans la dureté, les hommes et les femmes cherchaient à se distraire. Les saloons étaient les centres sociaux du Far West. On y buvait, on y jouait aux cartes, on y écoutait parfois un piano désaccordé. C'était là que se formaient les amitiés, les disputes, les légendes. Les jours de fête, on organisait des concours de tir, des danses ou des foires. Ces moments d'insouciance étaient rares, mais essentiels. Ils rappelaient à chacun qu'au-delà de la survie, il restait un peu de joie, un peu de lumière. Vivre dans le Far West, c'était accepter une existence précaire, souvent brève, mais pleine d'intensité. Chaque jour apportait son lot d'épreuves, et pourtant, la plupart persistaient. Ils plantaient des graines dans une terre sèche, réparant sans cesse ce que le vent détruisait. Parce qu'au fond d'eux, ils portaient une certitude, qu'au-delà des collines, la vie pouvait être meilleure. C'est peut-être cela, le vrai cœur du Far West. Non pas les duels, les légendes ni les fusillades, mais la ténacité silencieuse de milliers d'hommes et de femmes ordinaires, construisant quelque chose, pierre après pierre, dans un monde encore informe. Et quand la nuit tombait, que le feu crépitait doucement devant la cabane, ils levaient les yeux vers le ciel infini. Les étoiles, innombrables, leur rappelaient qu'ils étaient minuscules mais vivants.
Quand on pense au Far West, on imagine souvent ces petites villes poussiéreuses. Une rue principale bordée de bâtiments en bois, une enseigne qui grince, un saloon plein de murmures, et quelque part, le tintement d'un éperon sur le plancher. Mais derrière cette image romantique, se cachait une réalité fragile, parfois brutale. Les villes du Far West naissaient vite et pouvaient disparaître tout aussi soudainement. Tout commençait par un campement. Quelques tentes plantées près d'une mine, d'une rivière ou d'un relais de diligence. Puis venaient les chariots, les chevaux, et les premiers bâtiments en planches. On dressait un saloon, une boutique, un bureau du shérif, un hôtel, une église, parfois une école. En quelques semaines, un simple coin de terre devenait une ville. Les rues n'étaient que de la poussière, la nuit, tout était plongé dans l'obscurité, sauf la lumière jaune des lampes à huile qui filtraient par les fenêtres. Les chiens erraient, les chevaux hennissaient, et les voix s'élevaient derrière les portes battantes. Ces villes étaient des bulles de vie, surgies au milieu du néant. Et pourtant, elles vibraient d'énergie, d'espoir, de peur aussi. Car personne ne savait si elles survivraient plus d'un hiver. Certaines naissaient grâce à l'or, d'autres grâce au bétail, au chemin de fer ou au commerce. Mais toutes partageaient la même loi, celle du profit. Quand l'or coulait à flot, les rues se remplissaient, les saloons débordaient, les prix flambaient. Et quand le filon s'épuisait, tout s'effondrait. Les maisons se vidaient, les planches pourrissaient, et le vent reprenait possession des lieux. On les appelait les ghost towns, les villes fantômes. Des ruines encore debout, témoins d'un passé trop rapide, trop brûlant. Le Far West est parsemé de ces squelettes de bois, figés dans le silence. Des vitrines vides, des chaises renversées, des pancartes décolorées, comme si les habitants étaient partis du jour au lendemain. Dans ces villes nouvelles, la loi arrivait souvent après les hommes. Au début, il n'y avait ni juge, ni shérif, ni prison. Seulement des armes, de la peur, et la nécessité de se défendre. Les querelles éclataient pour tout et n'importe quoi, une dette impayée, une tricherie au poker, une injure dans la rue. Les duels, bien que rares, existaient vraiment, rapides, violents, absurdes. Et chaque fois qu'un coup de feu résonnait, la poussière retombait lentement, avant que la vie ne reprenne, comme si de rien n'était. Quand les villes grandissaient, un shérif était nommé, parfois élu, parfois imposé. Mais le respect de l'ordre dépendait surtout de sa réputation. Un bon shérif devait être à la fois ferme, diplomate et redouté. Car la frontière ne connaissait pas la pitié. Le saloon, c'était bien plus qu'un bar. C'était le centre nerveux de la vie sociale. On y buvait du whisky fort, on y jouait aux cartes, on y écoutait des histoires, on y passait des affaires. Les musiciens improvisaient sur un vieux piano désaccordé, pendant que les rires et les cris se mêlaient au tintement des verres. C'est là que les rumeurs circulaient, l'arrivée d'un nouveau convoi, la découverte d'un filon, la venue d'un marshal ou d'un hors-la-loi. Et parfois, c'est là aussi que la mort frappait, en une fraction de seconde. Mais au-delà du vice et du bruit, le saloon offrait quelque chose d'essentiel, la chaleur humaine. Pour des hommes isolés depuis des semaines dans les plaines ou les mines, quelques heures passées à parler, boire ou danser représentaient une bouffée de normalité. Très vite, à côté du saloon, s'élevait une église. Un petit bâtiment blanc, souvent construit par les habitants eux-mêmes, avec un clocher simple et une cloche récupérée quelque part. Le dimanche,
Les familles se rassemblaient, s'habillaient du mieux qu'elles pouvaient, et chantaient des hymnes dans une langue pleine d'espoir. Ces églises étaient plus que des lieux de prière, elles servaient aussi d'écoles, de salles de réunion, de refuges pendant les tempêtes. C'est là que se prenaient les décisions, que se réglaient les conflits, que naissaient les communautés. Le pasteur ou l'institutrice jouaient un rôle crucial, ils incarnaient une forme d'ordre moral, de culture, de continuité dans un monde encore sauvage. Et dans leurs paroles résonnait un rêve, celui de bâtir une vraie société au milieu du chaos. Avec le temps, le chemin de fer arriva. Les wagons apportaient des marchandises, des journaux, des pianos, des vêtements, des lettres venues de l'Est. Les villes semblaient grandir, se moderniser, se stabiliser. On construisait des trottoirs, des banques, des hôtels à 2 étages. L'électricité commençait à apparaître dans les plus grandes cités, comme San Francisco ou Denver. Mais derrière cette illusion de progrès, la misère restait présente. Les ouvriers dormaient entassés dans des baraques, les maladies circulaient, les incendies ravageaient les rues de bois. Un orage, une épidémie, un hiver trop rude pouvaient tout anéantir. Le Far West était une promesse fragile, celle d'un avenir meilleur, toujours à portée de main, mais jamais vraiment atteint. Quand la nuit tombait, les bruits s'apaisaient. Les chevaux se taisaient, les lampes s'éteignaient l'une à une. Seul le vent continuait de souffler, soulevant un peu de poussière sur la route. Les étoiles brillaient si fort qu'elles semblaient descendre jusqu'au toit des saloons. Dans ces instants de calme, on pouvait imaginer les rêves des habitants. Le marchand pensait à sa famille restée à l'Est. Le mineur rêvait d'un filon d'or. Le shérif se demandait s'il tiendrait encore un jour de plus. Et quelque part, une femme regardait le ciel, espérant que son mari reviendrait sain et sauf de la plaine. Ces villes, nées dans la poussière et la peur, furent le théâtre de toutes les passions humaines. La cupidité, le courage, l'amour, la foi, la solitude. Et même si beaucoup ont disparu, elles ont laissé derrière elles un souffle, une empreinte, un souvenir. Celui d'un monde où, dans le tumulte et la poussière, les hommes essayaient simplement de vivre. Le vent souffle sur les plaines, soulevant un voile de poussière dorée. L'horizon brûle doucement, teinté de rouge et d'ocre. Dans ce décor, quelque part entre l'histoire et le mythe, naissent les légendes du Far West. Le Far West, c'est autant un lieu qu'un rêve. Un territoire immense où les faits se mélangent aux histoires racontées autour du feu, où les héros deviennent des symboles, et où la réalité s'efface derrière la poussière de la mémoire. Bien avant les films, avant Hollywood, il y avait les conteurs. Des hommes, parfois des journalistes, parfois des aventuriers,
qui parcouraient les saloons et les camps de mineurs, vendant leurs récits aux journaux de l'Est. Ils parlaient de tireurs d'élite, de voleurs de chevaux, de poursuites dans les canyons, d'indiens fantômes et de trésors enfouis. Souvent, ils n'avaient jamais vu le Far West. Mais leurs mots avaient le goût de la poussière et du danger, et c'était suffisant pour faire rêver. Ces récits façonnaient l'imaginaire collectif. Et bientôt, les hommes ordinaires du Far West se mirent à vivre comme s'ils savaient qu'ils seraient un jour racontés. Son vrai nom était Henry McCarthy, mais l'histoire l'a retenu sous un autre, Billy the Kid. Un jeune garçon orphelin, perdu dans un monde brutal, qui devint hors-la-loi presque malgré lui. À 18 ans, il était déjà recherché dans plusieurs États. On disait qu'il avait tué 21 personnes, une pour chaque année de sa vie. En réalité, il n'en aurait tué que 4, peut-être 5. Mais la légende, elle, ne compte pas les nuances. Billy le Kid était rapide, rusé, charmeur. Il souriait même face à la mort. Et lorsqu'il fut abattu par le shérif Pat Garrett en 1881, à seulement 21 ans, il entra aussitôt dans le panthéon des mythes américains. Pour certains, il incarnait la rébellion contre un monde injuste. Pour d'autres, il n'était qu'un meurtrier. Mais dans les rêves du Far West, la frontière entre le héros et le bandit était souvent floue. Avant Billy, il y eut Wild Billy Cock. Un tireur d'élite, un marshal, un joueur de cartes, et surtout, un homme de spectacle avant l'heure. Il portait de longs cheveux bouclés, un manteau de buffle, et 2 revolvers à la ceinture. Partout où il allait, les histoires le précédaient. Certains disaient qu'il pouvait tirer avant même que son adversaire ne dégaine. D'autres prétendaient qu'il n'avait peur de rien. Mais la réalité, comme souvent, était plus humaine. Wild Bill était un homme fatigué, rongé par les souvenirs de la guerre, traqué par ceux qui voulaient se mesurer à sa légende. Il trouva la mort dans un saloon, en 1876, à Deadwood. Abattu dans le dos pendant une partie de poker. Sa main, restée sur la table, montrait 2 As et 2 8, depuis, on appelle cette combinaison la main du mort. Dans un monde d'hommes, une femme se fit un nom, Calamity Jane. Courageuse, intrépide, imprévisible. Elle montait à cheval comme un homme, tirait comme un soldat, et buvait comme un cow-boy. Mais derrière la légende de cette femme libre se cachait une vie marquée par la douleur et la pauvreté. Jane avait perdu sa famille jeune, et vécu presque toute sa vie sur la route. Elle se lia d'amitié avec Wild Billy Cock, qu'elle aurait aimé en secret. Les journaux la transformèrent en héroïne excentrique, une femme au grand cœur. Et peut-être l'était-elle. Car malgré ses excès, elle passa ses dernières années à soigner les malades et à aider les orphelins. Calamity Jane est devenue le symbole d'un Far West plus humain, un monde rude, mais pas sans tendresse. C'est avec Buffalo Bill Cody que la légende du Far West devint une véritable scène. Ancien chasseur, éclaireur et soldat, il comprit avant tout le monde que le monde voulait rêver de l'Ouest. Il créa le Buffalo Bill's Wild West Show, un immense spectacle itinérant qui parcourut les États-Unis et même l'Europe. Des centaines de figurants, des chevaux, des bisons, des tirs à blanc, des cascades. Sur scène, on revivait les grandes batailles, les duels, les attaques de diligence. Pour la première fois, le Far West devenait une fiction vivante, rejouée devant des foules fascinées. Et ce qui était autrefois la frontière sauvage devint une scène mythique, le théâtre du courage et de la conquête. Mais derrière les applaudissements, la vérité était plus amère. Tandis qu'on glorifiait les cow-boys, les peuples autochtones étaient repoussés, oubliés, effacés. Dans les récits du XIXe siècle, les tribus amérindiennes furent souvent décrites comme des ennemis, des obstacles à la civilisation.
C'était faux bien sûr. Beaucoup d'entre eux cherchaient simplement à protéger leur terre, leur culture, leur mode de vie. Des figures comme Sitting Bull, Geronimo, ou Crazy Horse furent transformés en monstres ou en héros, selon qui racontait l'histoire. Mais tous furent témoins d'un monde qui disparaissait. Leur courage, leur sagesse, et leur résistance méritent d'être racontés autrement, non pas comme une note de bas de page, mais comme le cœur battant du véritable Ouest. Les journaux, les romans populaires, les spectacles, puis les films, tous ont nourri ce rêve d'un Ouest sauvage, libre, héroïque. Mais le véritable Far West n'était ni glorieux, ni pur. C'était un monde rude, violent, imparfait. Et c'est précisément cela qui le rend si fascinant. Ces légendes, embellies ou déformées, ont servi à forger une identité. Elles racontent l'idée que tout est possible, même au prix du danger. Elles parlent de courage, d'espoir, et d'une quête constante de liberté. Le Far West, ce n'est pas seulement une époque. C'est une métaphore du rêve américain, celui d'un horizon infini, à conquérir quitte à y laisser une part de soi. La nuit tombe à nouveau sur les plaines. Le vent se calme. Et dans le silence, les histoires reprennent vie. Le bruit des sabots résonne au loin. Peut-être est-ce Billy the Kid, galopant vers la frontière. Ou Calamity Jane, fredonnant au coin du feu. Ou simplement l'écho d'un passé qui refuse de s'éteindre. Les légendes du Far West ne dorment jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans nos rêves, dans les films, dans la poussière de nos imaginaires. Et chaque fois qu'on ferme les yeux, on peut presque les entendre, ces voix du passé, nous murmurer. Là-bas, à l'ouest, tout était possible. Il y avait dans le Far West un ennemi plus impitoyable que les bandits, plus imprévisible que les duels. La nature elle-même. C'était un monde immense, nu, indifférent. Un monde où la chaleur, la soif, le froid ou la tempête pouvaient décider du sort d'un homme, sans haine, mais sans pitié. Imaginez-vous avancer seul, à cheval, sous un soleil blanc. La terre craquelée s'étend à perte de vue, sans ombre, sans bruit. Chaque respiration brûle la gorge. La gourde se vide. Et soudain, l'horizon semble se déformer, un mirage, un lac qui n'existe pas. Dans les déserts du Nouveau-Mexique ou du Nevada, la soif était la première cause de mort des voyageurs. Même les chevaux, pourtant résistants, s'effondraient après quelques jours. Certains enterraient leur cantine dans le sable pour garder un peu de fraîcheur. D'autres buvaient leur propre sang ou celui de leurs bêtes, dans les cas les plus désespérés. Et pourtant, malgré tout, les hommes continuaient d'avancer. Parce qu'à l'ouest, il y avait toujours la promesse d'un ruisseau, d'un abri, d'un rêve à atteindre. Quand le vent se levait, la terre entière semblait s'envoler. En quelques minutes, le ciel devenait ocre, puis brun, puis noir. La poussière entrait partout, dans les yeux, les poumons, les maisons, les rêves. Les tempêtes pouvaient durer des heures, parfois des jours.
On n'y voyait plus rien à 2 mètres. Les pionniers se recroquevillaient dans leurs chariots, les visages couverts de foulards. Les animaux se blottissaient contre les roues, tremblants. Et lorsqu'enfin le vent tombait, il ne restait qu'un silence étrange, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Ces tempêtes, appelées plus tard Dust Storm, marquèrent profondément la mémoire de ceux qui les avaient vécues. Elles rappelaient à chacun que, dans le Far West, l'homme n'était qu'un invité de passage. Si le sud brûlait, le nord gelait. Dans le Montana, le Wyoming ou le Dakota, les hivers pouvaient être d'une brutalité inimaginable. La neige ensevelissait les cabanes, les troupeaux gelaient sur place, les doigts se fendaient sous le froid. Les tempêtes de neige arrivaient sans prévenir, un ciel clair, puis, soudain, une muraille blanche. Les pionniers disaient qu'on pouvait mourir à quelques mètres de sa porte, perdu dans le blizzard. Certains allumaient des feux qui s'éteignaient aussitôt, étouffés par le vent. D'autres restaient blottis contre leurs bêtes, partageant la chaleur du vivant. Mais au matin, quand le soleil revenait, tout scintillait. Les plaines couvertes de givre semblaient paisibles, presque sacrées. Et dans ce silence glacé, on comprenait que le Far West n'était pas seulement rude, il était grandiose. Le feu naissait d'une simple étincelle, d'une lampe renversée, d'un cigare mal éteint. Et dans ces villes construites en bois sec, il ne pardonnait jamais. En quelques minutes, tout brûlait, les maisons, les étables, les rêves. Les habitants formaient des chaînes humaines, se passant des seaux d'eau, hurlant dans la fumée. Les flammes sifflaient, dévoraient, sautaient d'un toit à l'autre. Parfois, il ne restait qu'une rue calcinée, noire, comme une cicatrice. Mais le feu ne ravageait pas que les villes. Dans les plaines, il pouvait courir sur des kilomètres, alimenté par le vent. Les cow-boys voyaient les flammes approcher comme une marée vivante, et n'avaient d'autre choix que de fuir. La nature du Far West, c'était aussi celle des bêtes. Des serpents à sonnettes, tapis sous les pierres. Des scorpions dans les bottes. Des loups qui suivaient les chariots à distance, silencieux, patients. Et parfois, des ours, surgissant sans prévenir à la lisière des bois. Mais les plus dangereux, c'étaient les chevaux eux-mêmes. Un sabot mal posé, une chute dans un ravin, et c'était la fin. Le Far West n'avait pas besoin d'ennemis humains pour être mortel. Avant les hôpitaux, avant les antibiotiques, la moindre blessure pouvait devenir fatale. Une coupure s'infectait, une fièvre montait, et le voyage s'arrêtait là. On creusait une tombe dans la poussière, on posait une croix, et on repartait. Mais la pire des souffrances n'était pas toujours physique. C'était la solitude. Des semaines sans voir âme qui vive, des nuits dans le vent, sans autre voix que celle du feu. Beaucoup perdaient la raison, parlant aux étoiles ou à leurs chevaux comme à des compagnons. Et pourtant, certains disaient que c'était là, dans cette solitude absolue, qu'ils se sentaient enfin vivants. Libres, face à eux-mêmes. Mais la nature, si cruelle soit-elle, savait aussi offrir des instants de grâce. Une source découverte au lever du jour. Une pluie fine après des semaines de chaleur. Le cri d'un coyote, l'ombre d'un nuage, un coucher de soleil qui embrase les montagnes. Ces moments suspendus étaient la véritable richesse du Far West. Ils rappelaient aux pionniers que chaque jour de survie était une victoire, chaque paysage, un miracle. Dans le désert, la vie tenait à peu de choses et c'est peut-être cela qui la rendait si précieuse. À la fin, tous ceux qui vécurent dans l'Ouest dirent la même chose. Que la nature ne se possédait pas. On pouvait la traverser, la défier, la raconter, mais jamais la dompter. Le vent,
La poussière, la pluie, le froid, tous étaient les véritables maîtres de ces terres. Et ceux qui avaient su les écouter, plutôt que les combattre, furent les seuls à vraiment y trouver leur place. Le Far West n'était pas une guerre entre l'homme et la nature. C'était une danse. Une lente conversation entre le fragile et l'immense, entre le mortel et l'éternel. Quand le soleil se couche sur la prairie, les ombres s'allongent. Le vent retombe. Et dans cette lumière dorée, on comprend pourquoi tant d'hommes ont voulu rester, malgré tout. La nature du Far West, sauvage, indomptable, belle à en pleurer, n'était pas un ennemi. Elle était le miroir de l'âme humaine, violente, fragile, infinie. Et sous le ciel immense, à la fois terrible et apaisant. Le silence du monde semble dire : tu es petit, mais tu fais partie de moi. Le soleil se couche une dernière fois sur les plaines. Les ombres s'allongent, les collines se teintent d'or et de pourpre. Le vent, plus doux qu'autrefois, caresse les herbes hautes et fait teinter les vieilles clôtures rouillées. Le Far West s'éteint lentement, comme une braise qui ne veut pas mourir. La fin du Far West n'a pas été un instant précis, ni une bataille, ni un décret. C'est arrivé lentement, presque imperceptiblement. D'abord, les rails. Puis les lignes de télégraphe, puis les routes, puis les villes. Le chemin de fer a relié l'Est et l'Ouest, et avec lui, le monde s'est rétréci. Les grandes plaines n'étaient plus des terres sauvages, mais des cartes quadrillées, des propriétés, des chiffres. Les troupeaux furent remplacés par les clôtures. Les cavaliers, par les trains. Et le silence, par le sifflement des locomotives. Le Far West, celui des cavaliers libres et des horizons infinis, commença à disparaître, avalé par le progrès. Au tournant du XIXe siècle, les journaux de l'Est écrivirent une phrase qui fit frissonner tout le pays. La frontière n'existe plus. C'était en 1890. Le bureau du recensement venait de l'annoncer. Chaque parcelle du territoire américain était désormais habitée, cultivée ou revendiquée. La dernière frontière, celle qui séparait le connu de l'inconnu, venait de disparaître. Et avec elle, un rêve prenait fin. Mais ce rêve, curieusement, ne s'éteignit pas. Il changea de forme. Il passa des plaines à la pellicule, des revolvers aux caméras, des légendes orales aux romans populaires. Le Far West, désormais, vivrait dans les histoires. Quand le cinéma naquit, il trouva dans le Far West une source infinie d'histoires. Les héros solitaires, les saloons, les duels au soleil couchant. Tout était déjà là, prêt à être filmé. Des acteurs comme John Wayne, Gary Cooper ou Clint Eastwood devinrent les nouveaux cow-boys, les héritiers de ce monde disparu. Les musiques, les paysages, les gestes, tout fut magnifié, ralenti, sublimé. Mais derrière la poussière des plateaux, il restait quelque chose d'authentique. Le besoin, profond, de croire en une époque où la liberté semblait encore possible.
Car le Far West n'était plus seulement une géographie. C'était une émotion. Pendant que le monde regardait les films, certains vivaient encore ce que d'autres racontaient. Dans les années 1920, il existait encore quelques vieux cow-boys, des femmes pionnières, des anciens éclaireurs, survivants d'un autre siècle. Leurs mains tremblaient, leur voix était lente, mais leurs souvenirs brûlaient encore. Ils racontaient la poussière, le vent, les longues chevauchées, les nuits sans feu, les villes nées du néant. Et parfois, quand le regard se perdait au loin, ils souriaient, comme s'ils entendaient encore le cri des coyotes dans la nuit. Ces hommes et ces femmes furent les derniers témoins d'un monde que personne ne reverra plus. Mais grâce à eux, le Far West ne mourut jamais tout à fait. Aujourd'hui, si l'on traverse les plaines du Wyoming, les canyons de l'Arizona ou les déserts du Nouveau-Mexique, on sent encore cette présence. Le vent n'a pas changé. Le silence non plus. Les villes fantômes se tiennent toujours là, immobiles, patientes. Leurs saloons sans toit, leurs planches usées, leurs enseignes délavées semblent attendre qu'un cavalier revienne. Mais personne ne revient. Seuls les touristes, parfois, s'arrêtent quelques instants, le temps d'une photo. Et quand ils repartent, le vent efface leurs traces, comme pour protéger le secret de ces lieux. Le Far West appartient désormais à la poussière et à la mémoire. Mais chaque grain de sable, chaque pierre, chaque herbe qui ondule dans la lumière porte encore l'écho de ceux qui l'ont traversé. Le Far West a disparu, mais il nous a laissé un héritage. Pas seulement des films ou des chansons, mais une idée. Celle d'un monde vaste, brut, libre, où l'homme devait trouver sa place face à l'immensité. Cette idée a forgé l'Amérique, mais elle parle à tout le monde. À ceux qui rêvent d'aventure, à ceux qui cherchent un ailleurs, à ceux qui avancent sans savoir où la route mène. Le Far West, au fond, ce n'était pas une époque. C'était un état d'esprit. Celui d'oser partir, même quand tout semble perdu. Celui d'affronter la poussière, la solitude, la peur juste pour voir ce qu'il y a derrière la colline. La nuit est tombée. La plaine s'étend à perte de vue, noire et paisible. On n'entend plus que le vent dans les herbes et le cri lointain d'un coyote. Si l'on s'allonge dans la poussière, on voit le ciel immense, traversé par des millions d'étoiles. C'est peut-être le même ciel que regardaient les cow-boys, les pionniers, les hors-la-loi. Leur monde a disparu, mais leur regard, lui, n'a pas changé. Car chaque étoile est un souvenir, chaque souffle devant une histoire. Et chaque silence, une prière. Le Far West n'est plus un lieu. C'est une mémoire qui respire dans les paysages, un murmure dans la poussière, un battement de cœur dans l'histoire du monde. Quand on ferme les yeux, on peut encore entendre le pas d'un cheval, le grincement d'une enseigne. Et la voix lointaine d'un narrateur qui chuchote. Là-bas, à l'ouest, il y avait autrefois un rêve. Un rêve fait de poussière, de courage et de ciel. Et peut-être qu'il vit encore, quelque part, en nous.